Bonjour et bienvenue dans Inspire Middle East, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous partons à l'aventure pour repousser nos limites. Nous irons à la rencontre des sportifs du Moyen-Orient qui tentent de battre les records internationaux. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter un Égyptien qui a surmonté toutes les épreuves pour apprivoiser les terrains naturels les plus exigeants. Omar Samra n'est pas un explorateur comme les autres. Cet Égyptien au mental d'acier a dû se battre contre un asthme sévère durant toute son enfance. Devenu banquier d'affaires, il n'aurait jamais imaginé se transformer en sportif de haut niveau. Amoureux de la nature et de la montagne en particulier, il décide de se lancer et devient en 2007 le tout premier Égyptien à gravir l'Everest après 67 jours d'ascension. Mais Omar ne se contente pas de ce succès et décide d'entreprendre le légendaire défi des 7 sommets. Il devient ainsi le premier Égyptien à planter son drapeau au sommet des 7 montagnes les plus élevées de chacun des continents. Il atteint également le pôle Nord et le pôle Sud, un exploit que seule une quarantaine d'alpinistes ont accompli. Après avoir côtoyé les cimes, Omar se lance un nouveau défi, dompter l'Atlantique, avec le triathlète professionnel Omar Nour. Ils s'embarquent ensemble en aviron pour un périple de 5000 km. Mais après 9 jours de navigation, leur embarcation chavire. Les deux aventuriers égyptiens devront endurer 12 heures de vagues de 8 mètres de haut en plein océan et des vents de 45 nœuds avant d'être secourus. Bien qu'il ait frôlé la mort à plusieurs reprises, Omar Samra est en quête perpétuelle de nouvelles expériences. Après les montagnes et les océans, pourquoi pas les étoiles? Son rêve absolu, pouvoir explorer l'espace dans les prochaines années. De passage aux Émirats, l'explorateur de 40 ans a accepté notre invitation pour nous raconter son amour des grands espaces. Omar, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous avez à cœur d'encourager les jeunes Égyptiens à voir les choses en grand. Comment fait-on pour inspirer la nouvelle génération du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, leur donner envie de se connecter à la nature? Quand on est citadin, on est déconnecté de la nature, car la nature que l'on côtoie, celle des parcs et des jardins, est artificielle. Elle est nette, bien taillée, et elle ne possède pas la même énergie que la nature sauvage. Quand on marche sur de l'asphalte ou du béton, on ne touche pas vraiment la terre. C'est pourtant essentiel de se connecter vraiment à notre terre, et je consacre beaucoup d'efforts à encourager les gens à le faire. Après l'Everest, vous avez vécu un contre-coup, une sorte de dépression. Comment avez-vous traversé cette épreuve et choisi votre prochain défi? Gravir l'Everest, c'était un rêve que j'avais depuis mes 16 ans. Cela m'a pris 12 ans pour le réaliser. Une fois que c'était fait, c'était comme s'il n'y avait plus rien à accomplir ensuite. J'ai pris du temps pour réaliser que ma passion pour l'escalade ne s'arrêtait pas là, et j'ai jeté mon dévolu sur le défi des 7 sommets. L'étape suivante a été de rallier les deux pôles avec le Grand Chelem des explorateurs. Quel a été le déclencheur pour cette aventure? Après avoir gravi les 7 sommets, je suis allé à Miami, car ma femme a couché de notre premier enfant là-bas. Malheureusement, elle est décédée quelques semaines plus tard. Cela a été la chose la plus traumatisante et dure de ma vie. J'avais perdu espoir et je ne trouvais plus de sens à rien. Au bout d'un an environ, alors que tout le monde me disait que c'était trop tôt, j'ai décidé de retourner dans mon environnement de prédilection, dans le froid des montagnes, l'endroit d'où j'ai tiré toutes les leçons de ma vie. Lequel des deux pôles vous a poussé jusqu'à l'extrême limite? Je choisirais le pôle Nord. Là-bas, vous marchez sur une très fine couche de glace alors que l'océan Arctique se trouve juste sous vos pieds. Je me souviens d'un événement en particulier qui s'est produit lors de mon expédition au pôle Nord. J'avais l'habitude d'avoir une figurine Schtroumpf sur moi. C'était le premier cadeau que m'avait offert ma femme. Un jour, nous sommes arrivés au camp et je me suis rendu compte que j'avais perdu cette figurine. Cette nuit-là, je me suis couché en larmes dans mon sac de couchage. Mais j'ai réalisé que je devais tourner la page, comprendre que ma femme avait fait son propre voyage et que maintenant je devais faire le mien. Avec Omar Nour, vous vous êtes lancé à l'assaut de l'Atlantique, la première équipe arabe à le faire, sans aucun soutien. Cela ne s'est pas déroulé comme prévu. À quel moment vous avez réalisé que c'était fini? Le bateau ne s'est pas redressé comme il était censé le faire, ce qui est extrêmement rare, et le radeau de sauvetage ne s'est pas ouvert. Notre situation est passée d'extrêmement mauvaise à désespérée, car il y avait une énorme tempête. Nous avons été sauvés 13 heures plus tard grâce à un navire de marchandises qui passait par là. Ce fut l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Au travers de toutes ces expéditions, est-ce que, au fond, vous ne cherchez pas à vous prouver quelque chose?
Certainement que si. Quand j'étais plus jeune et que j'ai décidé de gravir l'Everest, je me souviens que j'étais poussé par cette envie profonde d'y arriver, malgré l'asthme dont j'avais souffert étant enfant. Peut-être pour prouver aux autres que j'en étais capable. Je pense que l'ego s'efface au fur et à mesure des aventures et finalement, c'est le voyage en soi qui passe avant. À plusieurs reprises, vous avez dû ressentir que vous côtoyez la mort. Même s'il y a d'un côté la notoriété et la gloire, vous risquez en même temps votre vie en permanence, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je suis aux prises avec cette problématique tout le temps. Parfois, honnêtement, ces performances peuvent être considérées comme des démarches égoïstes. Le mieux que je puisse faire, c'est d'en être conscient, de savoir comment cela affecte ma famille, ma fille. Mais finalement, je me suis rendu compte que je suis comme ça. Si je veux être la meilleure personne possible, le meilleur père, le meilleur fils, j'ai besoin d'être épanoui. J'ai besoin de faire ce que j'aime pour pouvoir rendre toute cette énergie et tout cet amour en retour. Vous vous êtes rendu dans des endroits où la plupart des gens n'iront jamais et vu des choses que la plupart des gens ne verront pas. Est-ce que cela vous a rendu plus philosophe sur la vie? Je crois que oui. J'ai mis du temps à trouver le sens de toutes ces aventures. D'après mon expérience, nous sommes tous dans ce monde pour se dépasser. C'est quelque chose d'universel. Si nous y parvenons, nous devons partager nos expériences pour aider les autres à se dépasser eux aussi. Selon moi, c'est formidable de pouvoir faire ça. Et Omar, qu'est-ce qu'on lira sur votre épitaphe? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Je veux juste qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre malgré toutes les épreuves physiques et psychologiques. Quelqu'un qui a toujours recollé les morceaux pour avancer. Nous allons nous quitter là-dessus. Merci beaucoup pour cet entretien. Voilà maintenant plus de 60 ans que le Guinness World Records répertorie les défis les plus fous et les plus impressionnants. De nombreux athlètes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont ajouté leur nom à la prestigieuse liste. Salim Saïd a retenu les meilleurs. Quand il s'agit d'être le plus fort, le plus rapide, le plus souple, bref, le meilleur, quoi de mieux que de tenter de battre les records du Guinness? Le Guinness World Record, une véritable institution créée en 1955 et reconnue à l'international, qui dresse un catalogue des performances les plus folles jamais réalisées. Le géant émirati Mahmoud Shamshoun Al-Arab a battu un record de taille, ou plutôt de poids, en 2017, en tirant un camion de plus de 10 000 kilos à l'aide de ses cheveux. Depuis, il repousse ses limites en remorquant des véhicules de plus en plus lourds, comme des avions par exemple. Dans un tout autre registre, autre record pour Fahmi Kalboussi, le Tunisien a réalisé 32 keep-up en 1 minute, passant de la position allongée à accroupie sans l'aide de ses mains. Et puis voici le jeune Spider-Man de Gaza, Mohamed Al-Sheikh, 13 ans, est doté d'une colonne vertébrale extrêmement flexible. Le jeune garçon a battu le record de rotation complète il y a 2 ans, réalisant 38 tours en 1 minute, mieux que la contorsionniste britannique Leilani Franco et ses 29 rotations. Je suis très heureux d'avoir décroché ce prix Guinness, surtout que j'ai pulvérisé le record d'une femme plus vieille que moi. Record qui n'aura malheureusement pas duré pour Mohamed. Sa performance a été surpassée par une fillette de 9 ans en Inde l'an dernier avec 42 tours en 1 minute. Il faut avoir de l'appétit pour battre des records et la région Moyen-Orient-Afrique du Nord n'en manque pas. Les Algériens ont ainsi cuisiné le plus grand plat de couscous au monde, pendant que les Libanais ont préparé un sandwich long de 735 mètres. Sans oublier le dessert servi au Bahreïn, 73,4 kg de sucre pour le plus grand biscuit à la crème du monde. Alors, grâce à tous ces records, comment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord se positionnent-ils au classement général Guinness? Nous avons posé la question aux responsables pour cette partie du globe pour découvrir que la région ne comptait pas moins de 848 records actifs sur 54 000 records dans le monde. Il y a 5 ans, les personnes de leur propre initiative nous envoyaient 2 propositions de records par an. Désormais, nous en recevons 1 par semaine. Les gens sont fiers de leur passion et savent que leurs performances peuvent devenir des records. Ils sont très enthousiastes. Les Émirats arabes unis sont en tête. Ils détenaient 350 records en juin dernier, soit 60% des records de la région.
L'Égypte est en seconde position et l'Arabie saoudite complète le podium. La particularité régionale, de nombreux records sont inédits. La fierté nationale est la motivation principale ici, en particulier pour l'Arabie saoudite, Oman et les Émirats arabes unis. Si on compare à novembre et décembre dernier, les demandes que nous recevons ont doublé par rapport au reste de l'année. Alors que 85% des demandes sont soumises par des particuliers, 75% des records sont en fait réalisés par des entités commerciales ou gouvernementales. De nombreuses performances concernent l'éducation ou encore l'architecture, comme ce pont égyptien, le Rod El Faraj, d'une largeur de 67,3 mètres. Il est devenu le pont suspendu par des câbles le plus large cette année. On peut aussi retenir le Burj Khalifa et ses 828 mètres aux Émirats arabes unis, qui détient 9 records, dont celui du plus haut bâtiment. Les athlètes de la région relèvent constamment de nouveaux records. Sauter d'un avion avec un drapeau koweïtien de 63 mètres carrés, le plus grand drapeau jamais arboré en parachutisme. Ou encore, jouer au foot sur un terrain à 326 mètres en dessous du niveau de la mer, comme les joueuses jordaniennes l'ont fait. La liste est loin d'être terminée et d'autres exploits tantôt impressionnants ou amusants viendront à coup sûr compléter le tableau. C'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que vous avez apprécié le voyage et avant de nous quitter, jetons un œil à ceux qui repoussent leurs limites sur les réseaux. La Jordanienne Dolores est fière d'avoir atteint le sommet de l'Everest et espère inspirer les jeunes femmes à suivre son exemple. L'acteur égyptien Ramez Amir de son côté partage avec nous son défi de la capsule lancé sur les réseaux.